C'est un conflit qui a fait 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés selon les Nations Unies. Celui du Darfour, déclenché par le président du Soudan, Omar el-Béchir, en 2003 et qui perdure au-delà de sa chute en 2019. Une guerre civile racontée dans un documentaire, La combattante, une vie de savoir et de combat pour les autres. Il est signé Camille Poncin, bonsoir. Bonsoir. Cette histoire, vous avez choisi de la raconter via le travail immense de Marie-Josée Toubiana, qui va bientôt avoir 92 ans, ethnologue à la retraite. Elle a vécu au Soudan et au Tchad. Aujourd'hui, elle aide les réfugiés ayant survécu aux horreurs du Darfour à obtenir l'asile politique en France. Pourquoi avoir choisi cette combattante-là pour raconter le combat de ces milliers de Soudanais qui ont tenté de fuir leur sort dans leur pays? Parce qu'elle me semblait tout simplement être la meilleure personne pour pouvoir raconter l'histoire du Soudan depuis ces 50 dernières années, l'histoire du génocide, mais aussi avant cela, l'histoire du Soudan en paix, et pouvoir raconter et pouvoir montrer toute la culture, toute l'histoire, toute la vie de ces populations du Darfour qui a été complètement effacée et éradiquée par les milices janjaouides et par la politique de la terre brûlée du président Béchir. Parce qu'elle y va depuis les années 50 en fait. Elle y va depuis... Elle filme, elle a tourné là-bas, elle a écrit aussi des livres. Tout à fait, c'était son terrain d'enquête. Donc elle a fait sa première mission au Tchad, à la frontière du Soudan en 1956, dans le royaume du Wadaï. Et ensuite, elle a été interdite de séjour au Tchad. Donc quand on l'a chassée, elle a voulu rentrer par la fenêtre et elle est passée par le Soudan. Et c'est là qu'elle a découvert le royaume du Darfour et les populations qui sont à cheval sur le royaume du Wadaï et du Darfour, entre le Tchad et le Soudan, qui sont les Arawa, les Fours, les Massalites. Et donc, elle a fait toutes ces enquêtes de terrain pendant 20 ans là-bas. Et justement, on va regarder son histoire à travers cet extrait et on revient vers vous. Ethnologue à la retraite, elle avait quitté depuis plusieurs années les déserts, les villages et les tribus dont elle avait longtemps partagé la vie. C'est combien d'années de recherche? Combien d'années? C'est une vie de recherche. Je pensais que toutes ces recherches n'étaient plus pour Marie-Josée que souvenirs lointains. Mais à Paris, j'allais comprendre que le Soudan ne l'avait pas quitté et qu'il était même revenu frapper à sa porte. Je puis attester de la véracité de son récit. Ne pas accorder l'asile à cet homme et envisager de le reconduire dans son pays d'origine serait l'exposer à l'emprisonnement, aux tortures et à la mort. La dernière fois qu'on s'est vu, tu m'as dit que tu allais arrêter de recevoir des gens et Mais comment faire pour arrêter? Voilà, les demandes d'asile de ces réfugiés ont été rejetées par l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés apatrides. Et ces réfugiés viennent donc auprès de Marie-Josée pour présenter un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Pourquoi ces refus de l'OFPRA ? Pourquoi les refus de l'OFPRA? Parce qu'il leur arrive d'avoir du mal à prouver leur identité, leur origine géographique, parce qu'ils arrivent sans aucun papier, sans aucune affaire, et souvent ils sont traumatisés par ce qu'ils ont vécu au Darfour, par les massacres, puis ensuite la vie dans les camps, où il règne une insécurité aussi. Ensuite par la traversée de la Libye, où ils sont souvent torturés. Oui, parce qu'il y a tous ces témoignages. Voilà, il y a toute l'Odyssée aussi pour arriver jusqu'ici. Et puis évidemment, la dernière étape, c'est la traversée de la Méditerranée, où il arrive souvent qu'ils perdent des gens en cours de route, des gens qui font la traversée avec eux. Et donc, c'est très difficile pour eux de se raconter. Et comme souvent les rescapés de génocide ou de massacres de ce genre ont du mal à raconter leur histoire, ont du mal à contextualiser, ont plutôt une tendance à se taire et à avoir presque parfois aussi une culpabilité d'avoir survécu. Et donc, quand ils arrivent à l'OFPRA devant l'officier de protection qui les reçoit, c'est parfois difficile pour eux de sortir leur histoire, de raconter leur histoire et de donner des détails qui pourraient permettre de convaincre l'administration française de la véracité de leur récit. Et donc, dans ces cas-là, parfois, leur parole est mise
ils en doutent, et ils n'arrivent pas à fournir les arguments pour prouver leur identité. Alors, je vais peut-être recontextualiser. Du coup, Omer El-Béchir, musulman issu d'une tribu arabe, prend le pouvoir en 89. Vous le racontez, hein, ça dans le documentaire. Il instaure la charia et un islamisme radical qu'il veut imposer aux populations noires africaines, musulmanes du Darfour, étant déjà marginalisées. Certains vont donc se rebeller contre le gouvernement et la traque commence. Objectif, les anéantir et rayer leur territoire de la carte en pratiquant, vous le disiez tout à l'heure, le pillage et la politique de la terre brûlée avec l'aide de l'armée soudanaise et des Janjaouides, les milices. Et depuis 2003, 3000 villages du Darfour ont entièrement disparu de la carte et avec eux l'épreuve donc de l'origine de ces milliers de réfugiés, d'où la difficulté pour l'OFPRA de constituer ces dossiers. Exactement, et c'est pour ça que la documentation personnelle, les relevés géographiques qu'a fait Marie-Josée Tubiana sur place, elle en a fait elle-même. C'est incroyable. Hein, voilà, et donc ça, ce sont des preuves irréfutables. Et parfois, l'administration explique à ces réfugiés que leur village n'est pas sur leur carte, donc on peut pas prendre en considération cette information. Et Marie-Josée est là pour dire mais si, ce village existe bien, il était sur ces cartes. Relevé en 1920 par le colonel Grossard ou par moi-même en 1950. Et donc, elle arrive à apporter les preuves nécessaires pour que ces gens obtiennent l'asile politique en France auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Et c'est ce qui m'a intéressé, moi, justement, avec tout le travail et la documentation de Marie-Josée, c'est que ça me permettait de raconter le Darfour et surtout l'histoire propre et la culture propre aux populations du Darfour. Parce que généralement, on utilise le terme de réfugiés, le terme de migrants, pour mettre tout le monde sous une même étiquette, et qui est un terme généraliste, mais qui en fait ne raconte rien de leur histoire précise. Et là, moi, j'ai voulu, avec ce film, rendre leur histoire précise aux populations du Darfour et pouvoir montrer les sons, les images et la culture du Darfour avant l'éradication, avant la disparition. Alors, vous, dans le documentaire, vous vous appuyez donc sur les images de Marie-Josée qu'elle a tournées. Il y a les images d'archives aussi. Et il y a aussi celle des exactions. Comment vous avez obtenu ces images d'exaction? Alors ça c'est très simple. Ce sont des images qui circulent, des images de propagande des milices janjaouides elles-mêmes qui, très fières de leur travail, si je puis dire, montrent ce qu'elles font. Et puis il y a aussi des vidéos qui sont tournées par les victimes, par les rescapés du génocide, qui veulent aussi témoigner des pillages, des villages brûlés. Donc tout ça se récupère en fait sur Internet ou auprès de petites agences de presse indépendantes au Soudan. Mais ce sont évidemment, il y a peu d'images, mais il y en a, elles sont assez difficiles. Mais il était important pour moi aussi de montrer à quoi pouvaient ressembler ces massacres et cette politique de la terre brûlée systématique. Et donc ces images me permettent de faire aussi comprendre la situation et la gravité de la situation sur place. Avec ces témoignages très précieux, vous le disiez, ceux de l'attaque des villages, la vie dans les camps de déplacés, la Libye aussi, le traitement des réfugiés emprisonnés et torturés, chose dont on parle souvent dans nos journaux à TV5 Monde, tout comme la traversée de la Méditerranée évidemment. Or aujourd'hui, Marie-Josée donc va avoir 92 ans. Et la question est comment cette aide peut-elle être maintenue désormais, puisque c'était la seule experte en France sur ces questions-là. Oui, effectivement, c'est la seule experte qui surtout possède sa documentation personnelle, qui aussi a le temps et qui donne de son temps et presque tout son temps pour aider ces réfugiés. Il y a d'autres personnes en France qui connaissent aussi le Darfour, la situation, mais ce sont des personnes plus jeunes qui ont un travail, des gens qui n'ont pas autant de temps à donner à ces réfugiés. Donc c'est une des grandes questions et une des grandes questions qui traverse le film. Et la tension du film, c'est comment faire après elle. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle ne s'arrête pas. Elle ne s'est
s'est jamais arrêtée. Moi, j'ai commencé à tourner avec elle il y a plusieurs années, il y a 4 ans maintenant. Et au bout d'1 an ou deux, elle me disait maintenant c'est le dernier réfugié que je reçois parce que je suis fatiguée et je veux m'arrêter avant qu'il soit trop tard, avant que je fatigue trop. C'est quelque chose de sérieux. Il faut avoir tous ses moyens pour le faire et donc je vais m'arrêter. Et puis finalement, elle n'a pas pu s'arrêter et elle a continué. Et là, elle a eu un petit accident qui l'a amenée à l'hôpital pendant plusieurs mois. Eh bien, elle a encore reçu des réfugiés à l'hôpital pour pouvoir continuer à leur venir en aide. Et on vient d'apprendre d'ailleurs ce soir que les 2 dernières personnes qu'elle a reçues ont obtenu l'asile politique grâce à elle. La combattante, une vie de savoir et de combat pour les autres, un documentaire réalisé par vous, Camille Poncin, sorti en salle prévue le 5 octobre en France. Merci d'être passé Merci à vous. dans nos locaux de TV5 Monde.